Donc après cet échange plutôt sur les connaissances, l'apport de l'étude de ce point de vue-là et comment raisonner en fait, faire résonner ces résultats par rapport à d'autres travaux de recherche. Peut-être pour enchaîner sur un volet plus opérationnel, sur les pistes de réflexion, sur l'action, notamment en se centrant sur le territoire du Grand Paris. Je voulais vous poser à tous les quatre une première question un peu symétrique à la précédente table ronde sur ce que vous retenez peut-être en termes d'enseignement, en termes de résultats liés à l'étude. Voilà, quels sont les résultats qui vont le plus interpeller au regard aussi de vos périmètres d'intervention, peut-être en commençant par vous, Vanessa Benoît, donc directrice générale du SAMU social de Paris. Merci beaucoup. Alors, déjà pour dire, mais je pense que vous l'avez perçu, hein, c'est vraiment une étude, passionnante. C'est hyper, intéressant à lire. C'est effectivement très pluridisciplinaire, très global. Donc, voilà, ça donne vraiment une vue d'ensemble sur des choses que souvent on aborde par fragments. Et puis juste pour, redire qu'une des choses que je trouve vraiment super, c'est la qualité de l'illustration parce que ça vient nous solliciter de plusieurs manières, en fait. Il y a beaucoup de matières chiffrées, il y a beaucoup de matières littéraires et il y a aussi, ce qu'on voit de ses yeux et qui nous renvoie à d'autres formes, enfin d'autres perceptions de la réalité. Moi, j'ai retenu 3 choses, hein, parmi les 150 000 qu'on aurait pu retenir. D'abord, cette approche par le temps long, qui est pas toujours le cas dans ce type d'études. Je trouve qu'elle remet beaucoup en cause des choses que nous, on vit comme des nouveautés. Donc, par exemple, la crise du logement, enfin, voilà, vous montrez très, très bien que ça fait très longtemps que ça dure, dans la métropole du Grand Paris et qu'elle a pris plein de formes différentes. Mais bon, en vrai, c'est toujours un peu le même sujet. Il y a des gens qui ont besoin d'un logement, on propose, la politique publique est dépassée, ils sont mal logés, ils sont dans des situations dramatiques, et puis on finit par produire des choses, mais voilà, trop peu, pas assez vite, etc. Euh, autre, autre permanence, le lien avec les migrations internes et externes. En fait, crise migratoire des années 2010, en fait, il y a une crise de l'accueil qui est en réalité partie liée depuis toujours avec les sujets de sans-abrisme et de sans-domicilisme, enfin, et d'errance. Donc, voilà, encore une permanence. Et puis tous ces nouveaux publics, hein, dont on parle régulièrement, ah, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes âgées. En fait, ça, c'est aussi une forme de permanence. Donc, première chose, ne pas s'étonner de phénomènes qui, en réalité, ont une histoire assez longue. Deuxième chose, vous montrez qu'en vrai, on sait beaucoup de choses, hein. On a tendance à dire, ah non, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas de qui on parle. Bah si, vous montrez que notamment sur les personnes sans abri, on sait beaucoup de choses maintenant, on sait les caractériser, on sait dire grosso modo où elles sont, où elles se retrouvent. Après, il y a des choses qui effectivement qui restent plus invisibles. Donc c'est vrai qu'on voit moins les publics en hôtel, en hébergement, on voit moins les publics qui ne sont pas sur l'espace public et qui souvent sont des publics plus fragiles, les femmes, les familles. Voilà, donc il y a des choses qu'on voit moins, mais pour autant, on sait quand même beaucoup de choses. Et donc savoir beaucoup de choses, ça permet d'agir. Et puis, troisième constat, et j'ai vraiment trouvé passionnant, tout ce que vous nous dites sur l'expérience de la précarité sur tout le territoire de la métropole du Grand Paris, avec des choses qui se ressemblent et des choses qui vont être extrêmement différentes. Donc vous montrez bien que c'est les lieux de centralité et les nœuds de transport qui vont attirer les personnes. Bon, il y a quelque chose d'assez logique, mais voilà, quel que soit le territoire, les personnes vont être attirées par les aéroports, par les gares, mais aussi par les grands centres commerciaux, en fait, par les lieux où il y a des flux, où il y a des gens qui se rassemblent. Mais vous montrez aussi, et ça c'est les Nuits de la Solidarité qui le montrent, hein, qu'à Paris, si je suis sans abri, je vais plutôt peut-être être à la rue ou dans une tente, là où en dehors de Paris, je serais plutôt dans une cabane ou dans une voiture. Et donc ça aussi, ça implique des visibilités différentes, des usages différents de l'espace public. Et donc ça doit interroger de manière un peu différente les acteurs. Voilà, c'est 3 constats, je m'arrête là. Voilà, je voulais peut-être donner la parole pour poursuivre les échanges à Grégoire Caffin Ledu, donc responsable de la lutte contre la grande exclusion à la RATP, de la mission. On a effectivement beaucoup parlé des lieux de présence, notamment les gares, les stations de métro, et puis la question de la mobilité aussi de ces personnes en errance. Donc, même question, Grégoire, voilà, quel résultat vous avez retenu de cette étude en particulier? Pour commencer, merci beaucoup d'avoir associé la RATP dès le début de cette étude et de nous permettre aujourd'hui de participer à cette restitution. Bah, retenir plein de choses en réalité. Effectivement, je vais me limiter juste à quelques points dans un premier temps. Euh,
déjà sur la note d'accompagnement elle-même, il y a quelque chose, alors le terme est mal choisi, mais de rassurant finalement, de voir que cette thématique ne concerne pas uniquement le bassin parisien et la métropole du Grand Paris. De pouvoir voir que ça soit à Sao Paulo ou à Bogota, à Helsinki, bah, on est confronté aux mêmes problématiques qui se posent de la même manière. Bruxelles était concernée. Et c'est vrai que, par exemple, la petite sœur du recueil social de la RATP a été créée il y a 1 an à Bruxelles. Donc, on se rend compte qu'on est sur des dispositifs, somme toute, qui sont mis en place et qui répondent à un besoin identifié et que c'est global. Alors, cette globalité, c'est pour ça que je dis rassurant, c'est mal choisi, parce que finalement, c'est plutôt inquiétant que à l'échelle de la planète, toutes les zones urbaines soient ainsi concernées. Mais malgré tout, ce que produit aussi cette étude, c'est de montrer que ce n'est pas une population à part. Et justement, il y a une perspective qui dit que on est dans une perception de l'urbanisme, et c'est donc pas une micro-société en marge de la société, mais c'est bien une partie de la population. Et donc, on doit penser aussi cet urbanisme, cette mobilité autour de l'ensemble de la population, dont font partie ceux qui aujourd'hui s'en trouvent exclus. Donc ça, c'est un deuxième point qui pour moi était essentiel et qu'on retrouve évidemment dans les préconisations, les pistes de réflexion qui sont apportées, où bah oui, l'échelle de la territorialité qu'évoquait Tommaso Vitale est la bonne. Tout simplement, on l'a vu au travers des cartographies aussi, on ne se limite pas à Paris intramuros. Et qui dit mobilité veut dire aussi que c'est un besoin, et un besoin essentiel, une nécessité pour les personnes qui, pour bah, justement rejoindre un hébergement, aller rencontrer son assistante sociale, manger, suivre un parcours de soins, que ce soit somatique, en santé mentale ou autre. Et cette dimension-là, justement, fait peut-être évoluer un petit peu l'image qu'on pouvait avoir finalement avec cet aspect historique du clochard ancré sur son bout de trottoir et qui ne bouge pas, où on avait une forme statique. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que tout n'est que mouvement. Et pour ceux qui... j'y ai fait référence déjà précédemment, mais pour ceux qui ont vu l'histoire de Suleiman, finalement, on voit bien que ce n'est que mouvement perpétuel pour aller se nourrir, pour aller dormir, pour aller travailler. Voilà, tout ça sont des éléments qu'on retrouve finalement au travers de cette étude, et qui me semblait particulièrement important de relever. Merci, oui, avec les liens à faire avec la population générale, le fait que, cette question de la normalisation, et puis aussi on en a parlé, de la trajectoire, c'est-à-dire que justement ces situations ne sont pas figées, et qu'il y a des passages d'une situation à l'autre, et du fait d'avoir un logement personnel au fait de ne pas en avoir le lendemain. Donc, je voulais passer la parole aussi à Adeline Chambre, qui est directrice de l'aménagement à Paris Métropole Aménagement, du point de vue d'un aménageur. Alors, on a vraiment cherché justement à croiser les regards dans le cadre de cette étude et interroger aussi ce que voulaient dire ces questions liées à l'errance pour des acteurs de la fabrique urbaine. On l'a vu, on est confronté en fait dans le cadre des projets à ces situations. C'est pas forcément évident. Donc voilà, je voulais vous poser la même question sur déjà les enseignements. C'est sûr que la première chose que je retiens, moi, c'est la question du décalage entre ce besoin très fort là que vous identifiez dans cette étude et la manière dont nous prenons en compte, nous aménageurs, très progressivement ce sujet. Et du coup, parce que nous, en tant qu'aménageurs de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris, notre rôle, c'est de concevoir, d'aménager, de transformer des quartiers sur la base d'un programme fixé par les élus. Et c'est vrai que cette question des services, des logements à destination des publics précaires, c'est une question qui est arrivée relativement récemment.
Et pour moi, du coup, cette étude, elle fait écho, effectivement, et c'est de ça dont je voudrais parler, à ce à quoi on a été... ce qu'on a développé sur Saint-Vincent-de-Paul, donc l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, que vous connaissez sans doute, où il y a eu une occupation temporaire pendant 9 ans, quasi 9 années, développé par un collectif qui s'appelait Les Grands Voisins, qui comprenait à la fois l'association Horreur, avec du coup de l'hébergement d'urgence pour plus de 600 personnes, de l'accueil de jour, ça a accueilli plus de 40 000 personnes en accueil de jour, mais aussi des activités économiques qui étaient gérées par Plateau Urbain, et puis toute une médiation culturelle, intégration. Voilà, donc nous, ça a été un peu notre première manière d'entrer, première occasion d'entrer en contact avec ce sujet, et avec plusieurs leçons par rapport à ça. D'une part, effectivement, ce qui s'est passé, donc en parallèle en fait de l'élaboration du projet urbain, on avait ce qui se déroulait sur ce site, avec pour les acteurs un retour très positif dans la manière dont l'intégration d'hébergement d'urgence dans ce que vous disiez dans le cadre de l'étude, dans le cadre d'une mixité de programmes, avec une mixité d'acteurs, avait été vertueux et pour les personnes hébergées et pour les travailleurs sociaux. Avec effectivement la question de pendant l'opportunité, pendant l'aménagement de nos projets urbains qui sont très longs, de se dire en intercalaire l'opportunité d'intégrer un certain nombre de ces programmes parce qu'on est sur des grands sites, parce qu'effectivement les projets sont longs, parce que c'est peut-être l'occasion de tester une acceptabilité sociale par rapport à des populations qui pourraient se dire, qui pourraient craindre l'intégration de tels programmes, avec bien sûr la limite de se dire on est en occupation temporaire et donc c'est par définition précaire sur des publics qui sont eux-mêmes précaires, donc est-ce que c'est la bonne solution? Mais voilà, c'est en tout cas une des questions qui nous interroge dans les autres projets. Et avec surtout comme dernier élément le fait que, in fine, dans le projet que nous sommes en train de mener de Saint-Vincent-de-Paul, aujourd'hui l'intégration de plus de 125 places de 2 centres d'hébergement d'urgence dans le projet pérenne, 225 places, d'une pension de famille, de logements passerelles, et que cette programmation, alors, et c'est jamais une cause à effet très simple, voilà, mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu ce projet en parallèle, le fait que par ailleurs les élus de la ville de Paris, bien sûr, prennent en compte de plus en plus ce sujet, fait qu'aujourd'hui, voilà, a été programmée dans ce quartier cette programmation. Ce qui, dans d'autres quartiers, enfin, je pense à Clichy-Batignolles, à d'autres quartiers sur lesquels on a travaillé, n'était pas un sujet. Et ce qui pose effectivement la question que vous posiez de la programmation amont, c'est-à-dire que à la ville, alors la question se pose à Paris, mais de manière plus générale, quand on conçoit un projet, on a systématiquement la question du pourcentage de logement social, du pourcentage d'économie sociale et solidaire qu'on va intégrer dans le quartier, des équipements publics bien sûr. Et du coup, en tout cas, nous, par ce biais-là, ça fait réfléchir sur ce besoin essentiel que sont les services et programmes liés à la précarité. La question particulière de ces publics et du coup des équipements, des services dédiés, même s'il y a l'idée de répondre aux besoins de la population dans son ensemble, on voit bien que quand ça n'est pas ciblé, ça n'est pas forcément regardé. Donc il y a vraiment cette tension aussi entre les deux. Merci beaucoup. Et donc je vais peut-être passer la parole à Isabelle Médou-Marère. On a beaucoup parlé des associations tout à l'heure qui sont vraiment au centre des réponses, du travail qui est fait auprès de ces publics. Donc vous êtes directrice de la Fédération des acteurs de la solidarité en Île-de-France. Voilà, alors peut-être même question par rapport à ce travail. Quels sont les enseignements et peut-être au regard aussi des enjeux actuels? Oui, bonjour. Je voulais rebondir un petit peu et vous remercier l'équipe de la Pure pour ce temps long que tout le monde a souligné et qui permet de vraiment repartir des bases et des fondamentaux. Pendant très longtemps, en arrivant à la FACE Île-de-France, c'était il y a longtemps, je me disais pourquoi cette loi 2002 des personnes, de la participation des personnes accompagnées, on peut se demander pourquoi elle ne s'est-elle toujours pas mise en place. Et ces difficultés viennent complètement de cette histoire qui est si bien écrite. Voilà. Je voulais, moi, ce qui m'a marqué, c'est que je savais un petit peu, mais quand même, c'est qu'on a un arsenal juridique en France qui permet le droit à l'emploi, le droit au logement, et pourtant l'errance est toujours là. Donc on a un vrai souci collectif d'application et de l'effectivité de ce droit. Voilà, je l'ai trouvé très marquant dans le rapport. Ce que j'ai trouvé aussi marquant et que l'on a pu voir par ailleurs,
c'est une forme d'inéquité pour les publics aussi. Ça a peut-être été, c'est très bien montré dans les cartographies, c'est quand on voit les accueils de jour, les dispositifs, les bains-douches, etc., les personnes en situation de rue, l'accès à ces dispositifs n'est pas du tout équitable, et ça pose la question que soulevait Grégoire, qui est de la question de cette mobilité. On le voit notamment beaucoup pour les distributions alimentaires, où plus on va s'éloigner de territoires où le secteur associatif sera bien maillé et qui vont avoir des distributions alimentaires assez présentes, plus les personnes seront en situation de faim. Et la question de la mobilité sur le territoire du Grand Paris, à Paris, mais également sur le territoire du Grand Paris, est une vraie question actuellement, avec une vraie difficulté pour obtenir les cartes solidarité transport accrues. Et on a même là mobilisé le défenseur des droits, mais derrière, c'est un vrai coût, et ça a été rappelé pour les publics, et une vraie difficulté à... un autre sujet aussi, mais qui est lié à l'effectivité du droit, c'est que l'errance, et comme le disait Tommaso, n'est pas sans lien avec l'augmentation de la pauvreté. Et on va avoir des connexions, et on commence à les voir. Là où on est très inquiet, c'est que ça se passe. Donc on a une augmentation de la pauvreté en France que vous avez bien décrite. On voit qu'on a des indicateurs extrêmement mauvais sur la capacité des ménages qui sont hébergés, logés, etc., à payer leur loyer. Donc avec des vraies interrogations, là je dépasse un peu la photo, mais sur cette montée en puissance de l'errance en rue, qui est associée aussi, et Vanessa le disait, à vraiment un durcissement sur le renouvellement de séjour, et à un ANEF, l'Administration nationale des étrangers en France, qui dysfonctionne au plus haut point et qui génère elle aussi de la précarité, qui risque de générer de la grande précarité, donc avec beaucoup d'inquiétudes, si on le met en perspective pour les mois à venir. Et on citait les associations, avec aussi une grosse interrogation sur la capacité des associations à pouvoir maintenir la qualité de service qu'elles rendent. Je voulais juste citer un petit chiffre. Alors, c'est les présidents d'Aurore et d'SOS qui ont fait les comptes, mais c'est partagé par le secteur. En 20 ans, à euro constant, le prix à la place d'hébergement a baissé de 25%. C'est un chiffre qui est sorti, je crois, ils ont dû faire paraître l'article dans La Croix en juin dernier. Le projet de loi de finances là, qui est en cours n'est pas rassurant pour le secteur associatif. Alors, pas que le secteur associatif, d'ailleurs, c'est ce que pointe très bien l'étude, c'est que c'est tout le secteur du care, en fin de compte, et tout ce besoin de transversalité qui est nécessaire. Mais on voit que tout ce secteur est impacté, aussi bien la psychiatrie que la médecine générale, que l'hébergement. Et là, où je voulais en venir pour les structures d'hébergement, c'est aussi une interrogation qu'on commence à avoir. Alors, ça peut paraître de la patouille budgétaire, mais auparavant, on avait des associations qui géraient des dispositifs excédentaires, d'autres déficitaires. Ils faisaient un peu d'excédent sur les autres, ils compensaient. Là, les excédents, il n'y en a plus, où l'État les reprend en règle générale, où il y en a de moins en moins. Les déficits sont de plus en plus nombreux, et ils ne vont plus pouvoir faire cette petite patouille. Alors, ils sont en train de travailler, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Il y a un moment donné où, s'ils veulent, on est dans une économie capitaliste, si on veut maintenir l'outil de production, il ne faut pas le mettre en cessation de paiement. Et là, on a cette vraie difficulté et l'impact pour les publics, parce qu'on pourrait se dire, c'est pas très grave, on peut tous aller faire autre chose. Mais derrière, quand on baisse le prix de la place d'hébergement, j'ai un de mes administrateurs qui me dit, auparavant, il y a 4 ans, dans les plateaux repas que je distribuais, il donne la prestation alimentée, j'avais des gens qui mangeaient pas tout, il y avait du gaspillage, etc.
Il me dit, on a eu de l'inflation, tous les prix ont augmenté, le secteur a bénéficié d'une convergence tarifaire au moins 10 ans. Donc il me dit maintenant, la seule variable d'ajustement, c'est quasiment le repas. Il faut que je paye mes fluides, il faut que je paye les locaux, il faut que je paye les salaires. Donc j'ai baissé la quantité des plateaux repas. Il me dit maintenant, les personnes finissent leur plateau et je sais qu'elles ont faim. Et c'est très dur parce qu'il ne le dit pas avec bonhomie. Voilà. Et ce discours-là, on a mené il y a quelques temps, au printemps dernier, une enquête avec Action contre la faim sur l'accès à l'alimentation pour les personnes demandeuses d'asile hébergées en UDA. Alors, partout en Île-de-France, je ne suis pas tout à fait sur le même périmètre, mais il ressort que 2 parents sur 3 ne mangent pas à leur faim tous les jours pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est choquant. On a fait une journée de présentation de ce rapport, et il y a une travailleuse sociale d'une structure en plus qui est très excentrée en lointaine couronne en Île-de-France, où il n'y a pas de lieu de distribution alimentaire dans sa commune, qui était vraiment presque au bord des larmes. C'est compliqué de voir qu'une personne que l'on héberge n'est pas nourrie. Et ça obère toutes les capacités, et on l'a dit, ce besoin de travailler en transversalité sur la santé, sur l'emploi, etc., ça ressort réellement. Mais comment le faire si les besoins primaires ne sont pas couverts ? Je voulais peut-être poursuivre avec vous, Isabelle, sur les pistes et sur les sujets prioritaires. Donc, il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées à partir d'échanges avec beaucoup d'acteurs qu'on a présentés tout à l'heure. Est-ce que parmi ces sujets, quels sont ceux qui vous semblent prioritaires ? Quels sont ceux qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui en particulier, en tout cas du point de vue des associations et puis des enjeux qui sont là? Je ne vais pas tous citer, mes collègues en rajouteront. Mais j'avais envie de mettre, alors, d'une part, un accès effectif, un ANEF qui fonctionne. On est en train de gérer, là, de l'exclusion automatiquement. Tout à l'heure, j'interviens à une table ronde de la du Secours 4, et dans les chiffres du Secours 4, il y a un truc qui est très intéressant, même si on n'est pas sur le même périmètre. On a en 2024 52,7% des familles qui sont venues dans leurs accueils de jour qui sont étrangères. Il y en avait 20% en 1994. En 99, 2 tiers avaient une situation stable. Elles ne sont plus qu'un tiers maintenant. Voilà, ça donne une photo, et là-dessus, il faut qu'on avance collectivement pour permettre à ces personnes d'être un pays inclusif, tout simplement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est être dans des positions aussi de prévention, et notamment de prévention des expulsions locatives. Là, on voit qu'on a des expulsions locatives qui ont, avec la loi anti-squat, qui sont reparties. On a plus 29% d'expulsions locatives de 2023 par rapport à 2024, et plus 223% en 20 ans. Et je cite Eric qui est dans la salle. Ça, c'est le deuxième gros sujet, parce qu'il faut aussi éviter, voilà. Pour la prise en charge des personnes en situation de rue, on a besoin de quoi ? D'avoir des logements financièrement accessibles en nombre et des attributions en nombre. Donc des permis de construire de la part des collectivités locales. Ça, c'est un des gros enjeux des prochaines municipales. Et on a besoin, face à l'augmentation de cette errance, et sur certains territoires aussi, de veiller à ce que l'on ait les dispositifs nécessaires. Alors, j'aime pas le dire, mais pour permettre la survie en rue aussi, le temps, voilà, d'avoir des structures. La phase Île-de-France demande plutôt du logement social. L'hébergement n'est pas une fin en soi. Bien entendu qu'il va falloir. Et avoir un hébergement aussi de qualité, c'est-à-dire qui permette d'avoir cet accompagnement social. Pas juste un toit sur la tête, pas juste
voilà, ce qu'on peut appeler du cache-misère. On revoit des notions de mise à l'abri humanitaire apparaître sans accompagnement social. On ne peut pas l'accepter. Je pense que collectivement, il faut que l'on réclame des moyens pour permettre à toute personne en situation d'errance de pouvoir rêver et avoir un jour meilleur. Merci beaucoup. Donc, c'est très clair, hein, le logement, l'accompagnement, les droits, la question des droits. Enfin, quand on parle de l'augmentation des populations étrangères en hébergement, ça pose la question justement d'une impossibilité à sortir parce que derrière, justement, il n'y a pas d'accès possible pour ces personnes-là, notamment sans droit à un logement. Peut-être, donc pour compléter les pistes avec vous, Grégoire, Caffin-Ledu, sur les enjeux de mobilité. On en a beaucoup parlé tout à l'heure lors de la présentation. Voilà, peut-être en termes de pistes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, c'est une partie qui est intéressante dans les pistes de réflexion qui sont apportées par l'étude, cette question des mobilités. Ça a été évoqué aussi par Isabelle à l'instant, la question de la tarification sociale dans les transports. Alors, l'étude c'est un état de l'art, des préconisations. Et effectivement, c'est un monde idéal. Malheureusement, on voit bien aujourd'hui à quel point, ne serait-ce que énoncer ce qui nous paraît, nous ici, une évidence, c'est très difficilement perceptible par les institutions. Et que en venir au point où la Fédération des acteurs de la solidarité fait un recours auprès de la défenseur des droits pour faire valoir une préconisation qui est finalement, somme toute, plutôt banale, on se dit que déjà là, le combat va être rude. Le combat va être rude. Je rejoins ce qui était dit tout à l'heure aussi sur cette histoire de temps long. Les années 90, il y a le SAMU social, il y a le recueil social qui est mis en place avec ce principe d'aller vers. Et aujourd'hui, il y a une déstructuration. Alors, ce n'est pas encore forcément un recul, mais en tout cas une déstructuration où, par exemple, le recueil social a été mis en place par la RATP, service public monopolistique. Depuis quelques mois maintenant, on est sur une libéralisation du marché des transports, sous compétence de la région Île-de-France. Et donc, entre les enjeux électoraux, les enjeux financiers, la RATP ne devient plus un service public, mais un opérateur de transport parmi d'autres et qui répond à des appels d'offres. Et que la question de la tarification sociale, finalement, c'est une position politique, stratégique, portée au niveau de la région et qui n'est plus portée par ceux qui ont créé ces dispositifs. Et on parlait tout à l'heure de l'importance des associations dans cette démarche. Aujourd'hui, finalement, à mon sens, la responsabilité se dilue entre les diverses strates institutionnelles et les positions dogmatiques que peuvent avoir certains politiques. Donc aujourd'hui, notamment sur le transport, la région, prenant la main, se dit en toute logique, la mission est de faire du transport, pas de faire du social, pas de faire de l'accompagnement, pas de faire de l'aller vers. En caricaturant un peu, l'exclusion sociale est une compétence de l'État. Donc, revenons en arrière, les personnes qui sont sur le métro aujourd'hui, on va les remettre à disposition de l'État dont c'est la responsabilité, remettons-les dehors. Et donc, c'est le paradigme même de l'intervention qui évolue. Alors, ça peut paraître particulièrement sombre et défaitiste comme approche. J'ai envie de dire au contraire. Edmond Rostand disait c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Voilà. Alors, dans cette salle, évidemment, c'est pas là où je sens qu'il y a besoin de convaincre. Mais, j'étais à l'école SAMU social et
Et Xavier Emmanueli, donc, qui nous a quittés il y a quelques jours, m'a mentoré, ni plus ni moins, mais comme il a mentoré toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, c'était sa grande force. Et il nous a appris à ne jamais renoncer, ne pas renoncer, aller vers, toujours, tout le temps et partout. Et que, quels que soient finalement les mécanismes aujourd'hui de décentralisation, de libéralisation des marchés, etc., eh ben, on a un rôle encore à jouer et justement apporter. Et c'est là où cette étude prend toute son importance. C'est que elle dit peut-être rien de vraiment novateur, mais c'est un état de l'art. On parlait de progrès sociétal, ça fait état de ces progrès, et c'est donc une base, et cette capacité à en faire une synthèse, à réunir, parce qu'effectivement, cette connaissance est extrêmement diffuse, bah, c'est créer un outil qui va permettre justement de travailler sur chaque question, maintenir des équipes pour aller vers les personnes qui trouvent refuge dans le métro, aller convaincre la région Île-de-France que il n'y a pas de restrictions à mettre sur l'accès à la tarification sociale. Voilà. Tout ça sont des éléments qu'on retrouve dans cette étude et sur lesquels donc c'est un outil pour pouvoir avancer et continuer de convaincre, et surtout dans cet aller vers comme peut le pratiquer le SAMU social. Merci beaucoup. C'est vrai que le fait aussi d'avoir une approche ouverte, c'est de pouvoir montrer, donc on l'a dit, qu'on est sur des sujets à la croisée de plein de politiques publiques et donc de plein de périmètres, et que justement, ça permet aussi en termes de lecture de cette analyse, de cet état des lieux, d'avoir une possibilité de lecture de plein d'acteurs différents. Donc c'était ça qu'on essaie de rechercher au travers de ce travail. Sur les pistes, peut-être Adeline, au niveau là, des questions urbaines, de projets, où on voit bien qu'on est dans d'autres types d'approches, mais justement la question c'est de se dire comment on peut intégrer davantage les enjeux liés à ces publics en errance, à la fois parce qu'ils sont souvent dans les lieux de projet, ils sont souvent présents à ces endroits-là, dans la ville, on l'a vu tout à l'heure, et puis aussi en termes de, puisqu'on apporte de nouveaux services, de nouveaux équipements, de nouveaux logements, comment ça peut répondre aux besoins de ces publics comme aux besoins de l'ensemble de la population. Peut-être sur ces deux aspects en termes de pistes. Oui, alors effectivement, pour témoigner encore une fois de la manière dont on essaye nous aussi progressivement de prendre en compte ces sujets-là, et c'est sûr que pour nous, en tout cas, cette étude, elle est précieuse dans le partage et dans la manière dont on va nous-mêmes pouvoir faire progresser nos pratiques, effectivement, mieux connaître ces publics et mieux connaître les besoins, etc. Pour nous, c'est essentiel dans le travail. Et donc effectivement, c'est sur notre second rôle du coup de l'aménageur, qui est d'aménager les espaces publics des nouveaux quartiers qu'on crée. Et donc pour cela, nous on travaille avec des urbanistes, et effectivement dans des quartiers où ce sujet de la précarité dans l'espace public a encore une fois longtemps été abordé, pas seulement sous ce prisme, mais beaucoup sous le prisme sécuritaire de ce dont vous avez parlé dans l'étude, de ces études de sûreté, de sécurité publique qui étaient obligatoires dans certains quartiers, etc. Ce qui est un prisme, mais ce qui du coup ne brosse pas la palette des besoins de ces personnes. Donc là encore, les choses évoluent. On a plusieurs dispositifs. Alors, il y a la ville de Paris travaille beaucoup sur ces sujets avec la direction de la santé publique, sur des études d'impact santé qui partent vraiment de ces publics. Et effectivement, moi, c'était pour témoigner sur un projet qu'on débute, qu'on a mené sur la porte de la Villette. Donc sur la question qu'a posée la ville de Paris de la transformation très importante de cette porte de la Villette, qui est marquée par une présence d'un des plus grands centres de distribution alimentaire de France, voire d'Europe, avec 950 repas servis chaque jour, par un grand nombre de publics précaires très différents, avec à la fois, effectivement, je ne saurais pas tous les nommer d'ailleurs, mais des migrants, des personnes, des usagers de drogue, beaucoup de publics différents, et beaucoup d'associations présentes, avec énormément d'associations. Voilà. Et du coup, la question qu'on s'est posée avec la ville de Paris, c'est celle de sa transformation urbaine dans un projet d'aménagement, avec la question de comment on conserve aussi cette vocation de solidarité, dont on voit que c'est des lieux qui quand même ont un rôle. J'ai pas parlé, il y a aussi la BAPSA, il y a vraiment un très grand panel
Voilà, on a mené, nous, pendant 1 an, on a fait travailler 3 équipes d'urbanistes, paysagistes, avec beaucoup d'autres bureaux d'études, donc qui étaient des équipes pilotées par des urbanistes, donc avec TVK, 51N4E et UAPS, qui ont travaillé pendant 1 an dans ce qu'on appelle, nous, un dialogue compétitif pour faire des propositions, pour en sélectionner une. Et on a vu dans le travail, en tout cas, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant, les questions, et enfin, on s'est posé ensemble avec ces équipes, les questions des services par rapport à ces personnes, à ces précaires, des services liés à la question de l'attente, comment on attend le bus, comment on vit les fortes chaleurs, comment on a accès à l'eau, comment dans la transformation d'un des bâtiments principaux sur le site, qui est la commanderie, on intègre une vocation solidaire. Franchement, c'était embryonnaire et c'était pas abouti, mais en tout cas, dans la manière dont les équipes d'urbanistes, de paysagistes, de programmistes s'emparaient de ces sujets, enfin pour nous, en tout cas, c'était fondamental d'avoir ce prisme-là, avec toutes les questions politiques que ça pose, parce qu'effectivement, les questions de comment on garde ces publics-là ou pas, la relégation, voilà. Et en tout cas, pour nous, dans la manière d'aborder le sujet, c'était fondamental et c'était le début voilà, d'une démarche intéressante. Du coup, c'est l'équipe TVK qui a été lauréate de cette consultation, qui est le début, parce que donc là, maintenant, on est en train d'élaborer le projet. Et là encore, effectivement, c'est la manière dont ils proposent de travailler, dont on est en train là, de mener les ateliers, c'est d'avoir un certain nombre d'ateliers avec justement, bien sûr, des citoyens sur site, mais aussi avec l'ensemble de ces acteurs, de ces associations sur site, pour se dire, avant même le début du plan guide et la conception des espaces publics, quels sont les besoins et quels sont qu'on va mettre ensuite qu'on va se mettre nous comme cahier des charges pour la conception des besoins. Et donc effectivement, on a prévu là ce qu'on a appelé un forum des acteurs, où on réunit un certain nombre alors parce que par ailleurs il y a des acteurs dans le monde de l'art, enfin il y a plein d'acteurs différents sur ce site et c'est sa richesse, mais du coup on réunit dans des ateliers de travail. Voilà, donc avec la question de voilà, comment on va ensuite, sur la base de ces besoins, concevoir des espaces publics qui essayent en tout cas de prendre en compte ces usages-là et de les intégrer. Ce qui est, voilà. Donc on est au début de la démarche, on sait qu'il y a des espaces publics par ailleurs qui ont été conçus où sans doute ce sujet-là était déjà posé, que sont la forêt linéaire, etc., qui aujourd'hui dysfonctionnent. Donc on essaye en tout cas par l'amélioration de la connaissance, de la prise en compte de l'échange, de réfléchir au mieux à cette transformation. Un site, un lieu qui, on l'a vu dans les cartographies, hein, de manière assez impressionnante depuis longtemps, est marqué par la présence de publics de différents profils, mais en tout cas qui ont fréquenté cet espace depuis très longtemps. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer cet échange, Vanessa, en termes de, on voit le sujet est énorme, évidemment très difficile, avec parfois beaucoup d'avancées, on l'a vu tout à l'heure, et puis aussi des moments un peu compliqués, notamment en ce moment. Qu'est-ce que, en termes de pistes, voilà, qu'est-ce que, de conclusion? Et ben moi j'en vois 5, hein, donc pour pas redire tout ce qui a été dit, mais quand même aller dans le sens de, on voit bien, l'étude le montre, les personnes en errance, elles sont usagères de la ville, elles sont usagères des équipements et des espaces de la ville, et ça serait quand même plus simple si c'était pris en compte dans les projets, dans l'aménagement, dans le mobilier urbain. Donc voilà, je suis vraiment hyper intéressée par tout ce que vous venez de dire sur les nouveaux projets. Je pense qu'on peut réfléchir autrement, qu'on peut avoir une approche qui soit pas juste on veut pas les voir, donc on va faire tout ce qu'on peut pour en fait les décourager, parce que ça ne marche pas. En fait, les personnes sont là et elles ne vont pas disparaître, et elles ont besoin de ces services et de ces équipements, et donc on peut les réfléchir différemment. Deuxièmement, dans le prolongement, donc moi aussi je trouve que les grands voisins c'était super, j'y suis allée plein de fois pour plein de choses différentes, mais vraiment ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui quasiment le seul mode de production de l'hébergement d'urgence, c'est dans ce qu'on appelle l'intercalaire, et c'est ça qui va pas. Et d'abord, donc en fait, moi je rêve d'un monde où les centres d'hébergement, ça serait comme les crèches, les écoles, c'est des morceaux de ville, c'est des équipements de la ville, et on les prévoit dans la programmation. Donc je suis d'accord, c'est en amont que ça se joue, mais voilà, on a besoin de structures qui ne soient pas des structures temporaires, mais qui soient des structures pérennes, qui soient intégrées à la ville. En fait, moi je rêve de centres d'hébergement qu'on ne remarque même pas, qui sont juste là, qui accueillent les gens parce que c'est leur job, et personne ne les voit, et qu'on sorte du paradigme en fait, de la transition constante, de la mauvaise qualité,
précarité, de tout cet effet repoussoir, parce qu'après, c'est aussi ça qui complique les relations avec les quartiers, c'est-à-dire que quand on dit on va installer un centre d'hébergement, les gens ont une image qui par ailleurs est toute fausse, mais ils ont une image dégueulasse. Ils vont se dire, ah, il y aura des files d'attente devant, on ne sait pas, ça va crier, ça va ceci, ça va cela. Bah non, en fait, il y en aura un et en fait, vous ne le saurez même pas. Et voilà. Et donc, voilà, moi, je voudrais vraiment que les centres d'hébergement deviennent des équipements essentiels. Troisièmement, on a beaucoup parlé d'accès aux droits. Là encore, les personnes en errance, c'est des citoyens et des citoyennes comme les autres, et il faut qu'ils aient accès à leurs droits et aux services publics de proximité. En fait, voilà, donc tout ce qu'on fait, tout ce que les municipalités, notamment, il y a des municipales bientôt, donc c'est maintenant qu'il faut y réfléchir et qu'il faut voir des engagements dans les programmes. Tout ce qui permet que les personnes aient accès à leurs droits et aient accès aux services publics est absolument indispensable. Et puis, deux dernières choses. Je crois qu'on n'a pas complètement parlé d'emploi, mais en fait, une des choses un peu stratégiques pour les personnes en errance, c'est quand même l'accès à l'emploi et l'accès à un emploi qui, de préférence, permette de sortir de la pauvreté. C'est-à-dire que des emplois qui sont très émiettés, avec quelques heures par-ci par-là, toujours payés au SMIC, jamais des temps complets, bah, ça ne permet pas de sortir de la pauvreté. Et je pense que c'est une partie des travers des politiques d'accompagnement et d'insertion par l'activité économique, c'est qu'on reste trop sur ce type d'emploi-là, qui ne sont pas des marchepieds, mais qui sont en fait des enfermements dans la pauvreté et qui ne vont pas changer la vie des gens. Et puis, dernière chose, de quoi est-ce qu'on a besoin? C'est quoi la meilleure piste? De quoi ont besoin les gens qui n'ont pas de domicile? Ils ont besoin d'un domicile. Donc, tout ce qui contribue à créer du logement, à produire du logement et à l'attribuer aux gens qui sont aujourd'hui en errance est à prendre. Là aussi, il y a des municipales bientôt. Je pense que ce serait bien que ce soit dans tous les programmes, parce que là, pour de vrai, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles les villes n'ont pas tous les leviers. Sur le logement, quand même, elles en ont une bonne partie. Elles ont des leviers sur la production, elles ont des leviers sur l'attribution. Donc, demandons aux candidats de s'engager, faisons-leur lire l'étude de la PUR, on leur met les bonnes feuilles sous le nez. C'est le moment ou jamais. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Merci à tous les quatre. On a, si vous voulez bien rester là, quelques minutes. On a un peu de temps pour des questions, réactions, observations. On va faire passer des micros. Il y en a peut-être par ici. Ouais. On va les... Je passe... On a 2 micros normalement. Ah voilà. Et après, je vous passerai. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main et à vous présenter peut-être avant d'intervenir. Oui, merci. Éric Constantin, Fondation pour le logement des défavorisés. Je dirige l'agence Île-de-France. Merci beaucoup. C'est super de se retrouver ici et de pouvoir parler et de se comprendre et de parler des personnes en situation d'errance, qu'elles soient sans abri, sans logement personnel, et de mettre effectivement derrière des visages et des situations, de redonner un peu d'humain, parfois dans des dispositifs qui sont très administratifs et compliqués. Juste, je voulais intervenir pour rappeler, parce que c'est un peu d'actualité, à la Fondation pour le logement et à la FEANSA au niveau européen, on a imaginé en 2020 une déclaration des droits des personnes sans abri. Donc on est bien sur la situation des personnes sans abri, avec 14 articles qui rappellent un certain nombre de droits qu'on a proposé aux différentes villes de signer, ou aux collectivités. Un certain nombre de villes ont signé au niveau européen et au niveau français. En Île-de-France, c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui a signé en avril dernier. Et je souhaitais le souligner, surtout parce que ce matin, donc c'est tout frais, j'étais aussi à l'accueil de jour de Gagny, donc, qui accueille des personnes en situation d'errance et de rue. Et on a travaillé cette semaine, j'y suis allé 2 fois, on a travaillé avec les personnes sur ces droits, savoir quels étaient les droits les plus importants pour elles, quels étaient les droits qui marchaient, quels étaient les droits qui n'étaient pas appliqués. Et juste vous donner les 2 éléments, donc dans les 14 droits qui sont, vous pouvez le retrouver sur le site de la Fondation, cette déclaration. Dans les 14 droits, les 2 qui ressortaient fortement, sans surprise, c'est le premier, c'est le droit au logement. Et qu'aujourd'hui, une personne à la rue, son premier droit, c'est de s'en sortir et de ne plus être à la rue. Et donc, on a beaucoup travaillé, beaucoup discuté avec ces personnes sur le droit au logement, faire une demande. On a beaucoup parlé demande de logement social, faire son droit au logement opposable. Le DALO, pour certains, c'est pas encore une évidence, notamment avec des professionnels qui parfois ont beaucoup de choses à gérer et qui ne sont pas forcément
disposés ou en tout cas à même à faire valoir ce droit au logement, parce que quand on est dans la rue, on est prioritaire et donc il faut aller jusque faire valoir ce droit au logement potable. Et le deuxième, et je m'arrêterai là, et là c'est très surprenant, enfin c'était surprenant pas pour nous, mais on n'en a pas parlé. Le deuxième droit sur lequel ils ont insisté, c'est la liberté d'expression artistique et culturelle. Ils ont vraiment insisté, alors peut-être parce que l'accueil de jour où j'étais pratique beaucoup les activités de théâtre, etc. Mais c'est quelque chose aussi qu'ils revendiquent en y ajoutant l'activité sportive. Et ça rejoint aussi l'aménagement urbain. Ils ont beaucoup parlé des appareils de musculation en accès libre en fait, que les personnes utilisent et qui sont importants pour eux. Mais en tout cas, cette pratique culturelle est importante. À la Fondation, on a ce festival C'est pas du luxe, hein, tous les 2 ans en Avignon, qui permet aussi à des personnes en situation de rue de monter pendant 2 ans des spectacles ou toute autre activité culturelle et de le présenter au grand public. Et c'est aussi je sais pas, j'ai pas encore lu le rapport, mais je vais le lire. Je ne sais pas si dans ce rapport, dans les préconisations, effectivement, le biais culturel et artistique est proposé. Mais en tout cas, voilà, c'était juste vous rappeler que les personnes attendent aussi qu'on leur permette de cette liberté d'expression. Merci. Ouais, merci beaucoup. C'est justement pas un point qu'on développe spécifiquement dans l'étude, donc mais la déclaration, c'est ce que j'allais dire, est bien dans l'étude, dans les pistes. En tout cas, cette question de la culture du sport, nous, on le traite plus généralement sur les services qui s'adressent à l'ensemble de la population et aussi, dans une approche un peu co-bénéfice, évidemment, au public en errance, mais c'est vraiment intéressant de le noter en complément. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Je suis un peu éblouie par la lumière, je vois pas très bien. Bonjour. C'est Milo, un étudiant. Je m'intéressais aux statistiques et à la façon dont le comptage est fait. Et je me demande comment est-ce que vous avez dit à plusieurs reprises, on connaît plus ou moins bien le nombre de personnes qui sont à la rue à Paris, mais aussi je me demandais comment est-ce que vous pouvez être sûr de cela, vu qu'il s'agit d'un public qui peut être assez caché et où les services ne peuvent pas être accessibles à eux. Donc comment est-ce que vous êtes sûr que la Nuit de la Solidarité réussit à trouver les personnes qui sont cachées? Alors, je ne dis pas qu'on connaît chaque personne et je ne dis pas que la Nuit de la Solidarité peut compter les personnes à l'unité près. Non, vous avez raison. La Nuit de la Solidarité, c'est forcément un chiffre à minima, c'est un chiffre plancher. Et on sait ce qu'on ne sait pas, en quelque sorte, qu'il y a plein de gens qui sont cachés et qu'on ne voit pas. Ce que je disais simplement, c'est qu'on en sait bien assez pour agir. En fait, c'était surtout ça mon point, c'était de dire, aujourd'hui, depuis le temps qu'on fait les Nuits de la Solidarité, depuis le temps qu'on fait des études complémentaires, on voit à peu près l'ampleur du problème, on sait ce qu'on ne sait pas, et donc on a assez de billes pour agir. Oui, peut-être que Vanessa, tu le disais en comparatif, par exemple pour les personnes hébergées chez des tiers, où là on a beaucoup moins de données de comparaison, alors qu'on sait qu'il y a une porosité très forte entre l'hébergement chez des tiers et la situation d'errance. L'hébergement chez des tiers, c'est pas simplement le parent qui va héberger son enfant, ça peut être aussi sur un coin de canapé, la personne peut se retrouver dehors très très rapidement, et il est vrai que pour ce type de public, on a beaucoup moins d'enquêtes. En complément, effectivement, c'est extrêmement difficile de se dire on peut avoir un chiffre global pour toutes les situations que vous avez citées. Les méthodes qui sont déployées cherchent quand même à couvrir justement un maximum de lieux de façon simultanée, c'est-à-dire que des territoires bien délimités sont couverts par des équipes de bénévoles en même temps, justement pour éviter les doubles comptes ou les espaces qui ne seraient pas couverts. On couvre l'espace public, mais aussi des espaces de partenaires, c'est-à-dire des espaces privatifs qu'on va couvrir parfois d'une autre façon avec des équipes de professionnels. Donc, c'est des parkings, par exemple. On a parlé évidemment des stations de métro, des gares, des espaces, des parties communes de bailleurs sociaux pour aller le plus loin possible quand même dans l'identification de personnes qui pourraient se trouver dans ces situations d'errance. Et dernier point, de dire, ça m'échappe, mais voilà, on insiste vraiment sur le fait que c'est un décompte à minima. Et ce que permet ce décompte à minima, c'est justement par rapport à des estimations
qui ont pu être faites par le passé de personnes concernées pour lesquelles on n'avait absolument pas de chiffres. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a pu être dit à des moments et par qui, mais on était sur quelques dizaines de sans-abri à Paris, par exemple. Bah, ces décomptes-là permettent de dire non, et au minimum, on sait que des personnes ne sont pas vues, mais au minimum, on est sur 3500 personnes. Voilà, c'est ça aussi qu'apporte ce type d'opération. Oui, bonjour. Moi, je suis Guillaume Normand, je suis archiviste à la direction des solidarités et j'ai été intéressé par l'utilisation qui a été faite du mot errance et en fait dans la création de catégories et dans les stratégies de décompte. Parce que ça m'a rappelé la façon dont le recensement avait créé la catégorie du mot chômeur à la fin du 19e siècle, qui est devenue une réalité par la suite. Au début, le mot chômeur, ça a été créé pour créer un outil d'évaluation de l'activité économique. Et c'est comme ça que progressivement, c'est devenu vraiment une catégorisation pour ensuite devenir une catégorie d'action publique. Et aujourd'hui, ce mot, il l'a tenu, il est parvenu jusqu'à nous. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment le décompte, l'analyse statistique, le recueil de données, le fait de faire rentrer les gens dans les cases, comme on a dit, voilà, une des suites intéressantes aussi à cette enquête, c'est peut-être la généralisation et l'explicitation du mot errance en fait. À quel point est-ce que ça va être, on est en train de créer une catégorie, ou en tout cas on est en train de créer une sorte de nouvelle façon d'interroger une population floue qui a toujours eu du mal à être dessinée et figée. Donc voilà, moi c'est juste un petit commentaire sur l'utilisation de ce mot-là que je trouve pas si courant en fait dans le langage administratif contemporain du social. Merci pour votre réaction. Dire que c'est pas l'objectif, en tout cas, de l'étude. On ne cherche pas du tout bien sûr. à apporter. Au contraire, c'est plutôt de montrer comme toutes ces situations sont fluctuantes, poreuses, et que parfois, il est plus, comment dire, juste de s'affranchir de catégories. Alors, c'est difficile quand on manipule de la statistique publique, ça a été dit par Thomas Lelouch tout à l'heure, mais voilà, c'était un peu ce qu'on recherchait, nous, sans vouloir justement apporter nécessairement un nouveau concept qui remplacerait les autres. Clément, n'hésite, tu veux... Partage et c'est ce que Émilie disait en introduction aussi, c'est les adjectifs qui vont avec l'errance qui sont importants, il me semble. La notion d'errance, on aurait pu prendre une autre notion. On nous a interrogé aussi sur la notion de marginalité, on peut, voilà, enfin, mais c'est pas ça qui est important, c'est les adjectifs qui vont avec, les questions du quotidien, les questions institutionnelles, les questions résidentielles, et c'est ce que permet, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas voulu faire une étude sur les personnes sans domicile dans le Grand Paris, où on aurait attendu le chiffre des sans domicile dans le Grand Paris. Bon, ça n'aurait pas eu d'intérêt, tandis que cette catégorie, justement, vu qu'elle n'est pas une catégorie administrative, permet de renvoyer à un ensemble de sujets et donc de politiques publiques derrière. Mais vous avez tout à fait raison. Merci. Oui, bonjour. Gabriela Tanvé de Solia. Merci déjà pour les prises de parole, la présentation, l'étude très riche et intéressante. On a hâte de lire les 200 pages, de manière plus ou moins diagonale, mais merci beaucoup. J'avais une question moi sur les catégories, la statistique et la notion d'errance qui porte aussi sur, vous évoquiez les Roms, les populations roms et assimilées. Je me posais la question plus spécifiquement des gens du voyage dans la métropole du Grand Paris et certaines illustrations montraient des aires d'accueil, des caravanes sur des bretelles d'autoroute. Les avez-vous pris en compte de manière spécifique et à partir de quelles données ? Oui, et on s'est beaucoup interrogé sur cette catégorie. On a été accompagné par des personnes qui sont bien plus experts que nous de ce sujet, que ce soit Tommaso ou Pierre notamment, et on s'est interrogé aussi où le mettre. Là encore, on se pose la question. Les gens du voyage ne sont pas tous roms, et inversement, Tommaso, tu pourras compléter. Et donc, vous le verrez dans l'étude, c'est dans une partie jonction entre la partie logement et la partie hébergement que vous trouverez une cartographie des aires d'accueil pour les gens du voyage, qu'ils soient sédentaires ou non sédentaires. Et concernant les données sur les bidonvilles, donc les chiffres que Chloé a agrégés tout à l'heure pour parler des personnes sans abri et des personnes en bidonville, la DIAL nous a partagé la plateforme, un accès à la plateforme lors de la nuit de la solidarité du 23 janvier 2025 pour les remontées d'associations. On sait, je crois que la mission bidonville est debout tout au fond de Seine-Saint-Denis, de Médecins du Monde le soulignait, c'est un décompte qui est partiel, c'est un décompte qui est à minima et qui dépend aussi des acteurs associatifs et des remontées des acteurs associatifs. Pour autant, c'est la seule source qui existe, donc autant l'exploiter.
Bonjour, Sophia Simonet de la Mare d'Est, association Aurore. Je trouve du coup tous ces sujets très intéressants. Merci beaucoup pour cette étude que j'aurais hâte effectivement de parcourir. On entend beaucoup du coup dans ces diverses tables rondes la problématique de l'errance, le problème du sans-abrisme. Et effectivement, c'est un problème pour lequel il faut essayer de trouver des solutions. J'aimerais quand même attirer l'attention sur la situation des personnes dans le non-recours, qui sont quand même, en tout cas parmi les personnes qu'on accompagne en nombre non négligeable. On a un peu l'impression d'une tendance de rejet de ces personnes-là, avec des évictions, avec on veut pas trop les voir, on leur demande de se déplacer, on veut pas trop qu'elles stagnent dans les gares ou dans les hôpitaux. Je trouverais intéressant qu'on puisse aussi développer la réflexion de comment on accompagne ces publics. Elles sont en marge, mais aussi parce que souvent elles ont été mises en marge par la société en amont, mais elles le deviennent finalement, elles finissent par se marginaliser d'elles-mêmes. Mais du coup, l'idée, c'est essayer de développer une approche peut-être un peu différente, d'accepter la personne dans un premier temps telle qu'elle est, dans sa situation de rue qu'elle finit par choisir, et essayer d'avoir une approche un peu différente et un peu moins répressive que ce qu'on constate à l'heure actuelle. Bon, je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui a été beaucoup abordé dans le cadre de cette étude ou dans des réflexions qui ont pu être travaillées par les personnes présentes sur cette table ronde. Voilà. Mais c'était un point qui me semblait important de souligner. Merci beaucoup pour cette observation, ce témoignage. Redire peut-être que dans les pistes, justement, c'est des choses qui sont évoquées. Et puis, en particulier, la question, on n'en a pas parlé, je crois, de la participation des personnes elles-mêmes à la définition des réponses qui sont apportées, parfois des projets. On parlait de l'apport de la Villette tout à l'heure, donc des associations qui les représentent, mais comment, peut-être ça pose la question de comment les publics eux-mêmes, les personnes concernées peuvent participer directement. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font d'ailleurs sur le sujet, mais on l'évoque dans la partie des pistes, en particulier de l'étude. Est-ce que Chloé, ouais. Un mot là-dessus, merci beaucoup pour cette remarque. C'est vrai qu'on l'a pas forcément intégré tel quel, mais il y a quelque chose aussi, donc le rapport, donc la semaine dernière, là on enchaîne un peu les événements, donc c'était super intéressant sur le rapport mal logement en Ile-de-France. Et je crois que c'est toi, Vanessa, qui a parlé de la temporalité, donc en fait les différentes temporalités qui ne sont pas les mêmes entre les personnes, la temporalité de la rue, parfois on a besoin de temps, la temporalité des acteurs qui travaillent avec ces publics, et parfois quand on a une offre de logement, c'est tout de suite qu'il faut la prendre et les publics sont pas forcément prêts, et la temporalité après de l'aménagement, donc ça on a vraiment des temporalités qui sont pas les mêmes, et je trouve que ça peut être une manière aussi de appréhender cette question de la marginalité des personnes qui sont dans le non-recours, travailler les temporalités. Enfin, ça m'a marqué dans ce qui avait été dit. Je me demandais par rapport à la distribution spatiale du sans-abrisme à Paris. Je sais que ça paraît une évidence qu'il y ait une concentration des personnes sans abri à La Chapelle plutôt qu'au 16e arrondissement, mais je me demandais aussi si ça avait été questionné, s'il y avait des idées ou des idées des politiques publiques concrètes ou des réalités qui faisaient ces personnes-là aller à La Chapelle plutôt qu'au 16e arrondissement ou dans d'autres endroits à Paris où ils ne s'en trouvent pas forcément. Aussi le micro pour dire que justement ce qui a été montré, c'est différents types de lieux avec beaucoup de lieux centraux. Qui sont des lieux de présence, donc c'est pas forcément que justement les marges urbaines ou les quartiers très très populaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui ressort dans toutes les métropoles avec, il y a une carte très marquante qui cumule les résultats de la nuit. Vous l'avez vu tout à l'heure, où c'est le centre de Paris qui fait pas partie des quartiers les plus défavorisés de la capitale, dans lequel on trouve le plus finalement de personnes sans abri en errance à chaque édition. Donc ça, c'était peut-être le premier point que je voulais rappeler. Et après, sur le reste, ce que l'on voit aussi, alors il y a, ça renvoie à la typologie des lieux, c'est-à-dire les marges, certaines portes, certains axes routiers. La porte de la Chapelle est quand même marquée par des axes très présents, des coupures urbaines en fait, qui sont aussi des lieux d'installation depuis très longtemps. Avec à l'inverse, et ça correspond aussi à certains quartiers qui ont ce point commun-là, alors que du point de vue socio-économique, ils peuvent être très différents. À
l'inverse, dans les quartiers très résidentiels, beaucoup moins de personnes. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les communes en dehors de Paris. Où finalement on a moins de personnes sans abri que ce qui est observé à Paris, parce qu'on a aussi beaucoup plus de tissus résidentiels et un peu moins de centralité urbaine. Donc voilà ce que je peux dire peut-être à mon niveau. Je ne sais pas qui... En fait, moi, ce que j'entends dans la question, c'est un peu dans quel sens est-ce qu'on prend les choses, en fait. Est-ce qu'on met les services pour les personnes en errance là où elles sont, ou est-ce qu'on essaye de mieux répartir les services pour qu'elles soient un peu moins concentrées? Donc voilà, moi, j'ai pas de réponse toute faite, mais je me dis que si on travaille l'urbanisme et qu'il n'y a pas d'espaces qui sont hostiles aux personnes, peut-être qu'elles choisiront de se répartir un peu plus, en fait. Les espaces dont tu parles, c'est aussi parce que en fait, c'est là où elles arrivent à s'installer. Donc peut-être s'il y a moins d'obstacles ailleurs, elles se répartiront un peu mieux. Et puis peut-être on peut s'interroger, y compris dans le 16e, il y a 1 ou 2 accueils de jour de mémoire, et ce ne sont pas des accueils de jour qui chôment, ils sont plein. Donc voilà, chaque fois qu'on peut développer des bains-douches un peu partout, des épiceries solidaires un peu partout, regardons, il y a peut-être des besoins auxquels ça peut répondre. Ça vaut le coup de tenter une distribution plus large des services. Parce que ça s'était montré tout à l'heure et ça a été dit dans la tension entre mieux répartir sur le territoire l'hébergement et le logement adapté en direction de ces publics, et en même temps le besoin de développer les autres services qui sont évoqués en termes de besoins essentiels et d'accompagnement, puisqu'on a vu les cartes aussi qui montraient des déséquilibres très importants sur le territoire du Grand Paris. Et peut-être dans les services essentiels, dont tous les services qui vont faciliter l'accès aux droits, avec une connexion, un PC et un accompagnement pour voilà. Et ça, c'est avec une cartographie, oui, hors Île-de-France, enfin, hors Paris, dans la métropole, pour la métropole du Grand Paris, je pense. Merci beaucoup. Est-ce que... je crois qu'il y avait une dernière question, mais j'en suis pas complètement sûre. Sinon, je propose peut-être qu'on arrête là. Un grand merci, encore une fois, à tous nos intervenants et à toutes et tous. Et à la Cité du Refuge pour l'accueil. Merci beaucoup, très bonne soirée à tout le monde.